Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast Dans l'oreillette, un format exclusivement dédié à la gestion privée et gestion de fortune. Aujourd'hui, nous allons aborder une question cruciale pour les dirigeants d'entreprise au moment de la cession. Faut-il créer une holding à cette occasion et pourquoi ? Pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Yves Lagarde, Family Officer chez Cyrus Cerez. Bonjour Pierre-Yves, ravi de t'avoir avec nous. Bonjour Lola. Alors Pierre-Yves, pourquoi est-ce que la cession d'une entreprise est souvent le moment choisi pour créer une holding ? Parce que c'est un moment stratégique. Lorsqu'un dirigeant vend son entreprise, il encaisse souvent une plus-value importante avec une fiscalité significative. Il est donc naturel de chercher à planifier cette fiscalité et évidemment à se préparer pour l'avenir. Créer une holding à l'IS avant la cession, ça permet d'apporter tout ou partie des titres de l'entreprise à cette structure et de bénéficier d'un report d'imposition sur la plus-value. En clair, on déclare la plus-value, mais on diffère le paiement de l'impôt, ce qui permet de réinvestir une somme brute, non fiscalisée, dans un nouveau projet ou une stratégie patrimoniale. Et concrètement, comment fonctionne ce report d'imposition ? Quelles sont les conditions à respecter ? C'est relativement simple dans son principe, mais très encadré. Le cédant apporte ses titres à une société soumise à l'IS, la future holding, avant la cession. Si cette holding revend les titres reçus plus de 3 ans après l'apport, le report est maintenu sans condition. Mais si elle les cède dans les 3 ans, alors, pour que le report soit conservé, au moins 60% du produit de la vente doit être réinvesti dans une activité éligible. En général, une entreprise opérationnelle ou du private equity, pour simplifier. Et quel est l'intérêt d'investir via une holding plutôt qu'à titre personnel ? L'intérêt immédiat est double. D'abord, sur le plan fiscal, la holding permet de capitaliser les revenus au sein d'une société soumise à l'IS sans les confronter à l'IR, tant qu'il n'y a pas de distribution, bien sûr. Ensuite, elle offre une bonne flexibilité de gestion. Dans une holding, on peut structurer des investissements dans le non-coté, dans des fonds cotés, des sociétés commerciales ou même de l'immobilier, en ayant accès à des solutions plus professionnelles qu'à titre particulier. Donc, si la holding est bien calibrée, ça devient un socle, le vrai socle d'un patrimoine familial sur le long terme, est transmissible sur le long terme. Mais j'imagine que ce type d'opération n'est pas sans piège. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes ? Alors absolument, il faut se défier absolument de la holding monomaniaque. Donc la première erreur, et il y en a plusieurs, des erreurs possibles, c'est de vouloir tout apporter à la holding. C'est ce que j'appelle la holding monomaniaque, où on apporte tous les titres, donc on emprisonne dans la holding toute sa trésorerie. Il faut garder à l'esprit qu'une fois dans la société, les fonds ne sont évidemment plus disponibles personnellement pour des investissements de jouissance ou du financement de train de vie. Il est donc absolument essentiel de calibrer l'apport pour conserver suffisamment de liquidités pour des besoins personnels, familiaux, les projets de vie. La deuxième erreur, c'est de négliger les obligations de remploi en cas de cession dans les 3 ans. On a 2 ans pour opérer ce remploi et 2 ans, ça passe vite. Donc le remploi dans des investissements éligibles doit être stratégique et anticipé. Enfin, il faut se rappeler que c'est une stratégie qui est puissante, mais technique, et elle nécessite clairement un accompagnement sur mesure et une vision à long terme. Tu parlais du remploi. Est-ce que tu peux nous dire quel type d'investissements peuvent répondre à cette obligation ? Alors oui, bien sûr, le remploi il peut se faire
un peu schématiquement, bien sûr, dans une nouvelle entreprise opérationnelle, si le cédant veut se redéployer professionnellement, ou dans des investissements non cotés, qu'on va appeler de façon un peu générique via le private equity. Aujourd'hui, il existe des solutions packagées qui permettent de répondre aux obligations de remploi tout en offrant une diversification professionnelle et une gestion déléguée. C'est un métier que de remployer dans les actifs non cotés. Et encore une fois, 2 ans, ça passe vite. On a certains fonds qui sont même conçus pour cela, à condition de conserver les parts pendant au moins 5 ans. Et pour conclure, à qui s'adresse cette stratégie d'apport-cession et de création de holding ? Alors, elle s'adresse principalement à des dirigeants actionnaires qui ont créé ou développé leur entreprise et qui la vendent avec une plus-value significative. C'est une stratégie à considérer avant la vente, et peut-être même idéalement avant la vente, en concertation avec son expert comptable, son avocat, son conseiller patrimonial. Elle permet d'optimiser la fiscalité, de préparer la précession, d'organiser la détention de ses futurs investissements, notamment, nous l'avons dit, dans le non-coté. Elle ne peut pas être industrialisée, elle doit être personnalisée, mesurée. Le bon équilibre, c'est celui qui permet à la fois de préserver son futur d'investisseur et de préserver sa liberté financière personnelle. Merci beaucoup Pierre-Yves pour toutes ces explications. Merci Lola. Nous avons vu que créer une holding à l'occasion de la cession permet de réinvestir dans les meilleures conditions fiscales tout en structurant son patrimoine sur le long terme. Si cette stratégie vous intéresse, nous vous invitons à vous rapprocher de votre gérant privé pour en discuter dans le cadre de votre situation personnelle. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de notre podcast Dans l'oreillette sur notre chaîne Cyrus Hérès. Et pour ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site cyrushrs.fr ou sur notre page LinkedIn. À bientôt!